Attaque épique contre la plus grande raffinerie de pétrole russe, Volgograd, en flammes. Terroristes, un drone russe a tué 3 enfants et leur père dans la région de Kharkiv. Zelensky est prêt à annoncer des élections et un référendum. La date de la fin de la guerre a également été annoncée. Un grand assaut sur Pokrovsk se prépare. La Russie a rassemblé une armée de 150 000 hommes près de la ville. Les militaires ukrainiens annoncent une contre-offensive. Les occupants ne peuvent pas arrêter les forces armées ukrainiennes dans la direction de Zaporijjia. La délégation ukrainienne est-elle vraiment prête à se rendre à Moscou pour des négociations et Boudanov s'y rendra-t-il ? Au Kremlin, on envisage la démission de Lavrov en raison de ses déclarations tranchantes sur les négociations. L'Ukraine a déclaré la guerre à la Hongrie. Déclaration sensationnelle d'Orban. Kadyrov a montré pour la première fois son fils après l'accident de voiture. Adam est devenu méconnaissable. Poutine est furieux. Le Kazakhstan rompt définitivement ses relations avec Moscou. La raison va vous choquer. Je m'appelle Katerina Nesterenko et tout de suite, l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus de vue. Dans l'immensité. YouTube. Volgograd, Tudor et la nuit, de bons drones ont attaqué Volgograd, la ville russe. Les raffineries de pétrole de Lukoil sont attaquées. Cette raffinerie est la plus grande de la région et l'un des atouts les plus importants de la société Lukoil. Plus de 15 millions de tonnes de matières premières sont transformées ici chaque année pour la production d'essence, de gazole et de carburant d'aviation. Et oui, l'entreprise a une importance stratégique pour la machine de guerre russe. Dans la région de Kharkiv, un drone russe a touché une maison privée. Presque toute la famille a péri. À cause de l'impact du drone sur la maison, 3 enfants sont morts, une fillette de 2 ans et 2 garçons d'1 an. Leur père, âgé de 34 ans. La mère enceinte de 35 ans de la famille décédée a survécu. Le bébé va bien aussi. Selon les médias ukrainiens, l'homme décédé était militaire. Il avait été démobilisé après avoir été blessé. La famille avait évacué la ville de Zolochev il y a quelques jours. Du 11 au 13 février, des jours de deuil ont été décrétés sur le territoire de la communauté de Bohodoukiv. Sincères condoléances aux proches et à la famille des victimes. C'est une perte indescriptible. En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi raisonnables. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir et nous, de notre côté, continuons. La suite est la plus intéressante. Et passons aux nouvelles du front. La Fédération de Russie intensifie les assauts à Mirnorad. Pour cela, les Russes ont rassemblé 150 000 hommes dans la direction de Pokrovsk. C'est ce qu'explique Roman Pisarenko, chef du service de communication de la 79e brigade d'assaut aéroportée. C'est précisément la tactique des petits groupes d'infanterie qui fonctionne vraiment en ce moment. Oui, elle est très lente, très épuisante, mais comme je l'ai déjà dit, 150 000. Les militaires parlent aussi de la domination des drones russes à Pokrovsk. Il y en a énormément, je ne sais pas. C'est une quantité irréelle de drones ennemis. Nous en avons aussi beaucoup, mais il en faudrait encore plus, alors qu'eux en ont tout simplement une multitude. Parallèlement, l'ennemi concentre son attention sur Gulaïpol. Gulaïpol reste pour l'instant une zone grise. Les informations faisant état d'un contrôle total de la ville par les troupes russes ne correspondent pas à la réalité. Dans la ville même, les combats opposants de petits groupes d'assaut continuent. Les Russes n'ont pas la possibilité d'y amener des unités pour un ancrage complet. Les principaux efforts de l'ennemi sont concentrés sur les tentatives de contrôler les voies logistiques, en particulier les axes ferroviaires. Les occupants utilisent la tactique des soi-disant petits chaudrons. Ils essaient de contourner les positions ukrainiennes par les flancs, de couper la logistique et de créer les conditions d'un encerclement opérationnel. Mais les forces de défense de l'Ukraine tiennent bon et repoussent l'ennemi. Dans la direction de Zaporijjia, les forces armées ukrainiennes ont nettoyé la localité de Kozovtsevo de la présence russe. Les occupants ont également été repoussés à Stepnogorsk.
Le groupe tactique de revanche de la Légion internationale du Geur a éliminé l'ennemi qui avait percé jusqu'au village. Les succès des forces armées ukrainiennes dans la région de Zaporijia sont également confirmés par le 1er régiment d'assaut indépendant. À l'heure actuelle, toute l'activité de l'ennemi est concentrée sur le maintien de ses positions. Il n'y a pas eu de nouvelles avancées ces derniers temps. De plus, les forces armées ukrainiennes enregistrent certains succès. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une immense horde qui les dépasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. L'Ukraine aura son propre dôme de fer. Le magazine The Atlantic écrit que l'Ukraine a créé une arme laser contre les drones. Le système Sunray est un prototype d'arme laser capable d'abattre silencieusement des drones à distance. Comme le souligne le magazine, le système laser Sunray est compact. Il tient dans le coffre d'un pick-up et n'émet ni lumière visible ni bruit pendant son fonctionnement. Lors des essais, l'installation a détecté et détruit la cible drone en quelques secondes. Le coût approximatif du laser ukrainien s'élève à plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est nettement moins cher que les équivalents occidentaux, comme le système américain Helios, dont le prix atteint des dizaines de millions de dollars. J'ai déjà hâte de voir ce système en action. Il y a une nouvelle prévision choquante de la part des médias étrangers. Le journal Financial Times écrira que pour le 4e anniversaire du début de la guerre à grande échelle, le 24 février, le président de l'Ukraine annoncera un référendum et des élections. La consultation des Ukrainiens serait apparemment prévue pour le 15 mai. Il s'agirait soi-disant de la date limite pour organiser le vote exigé par les États-Unis. Si cela n'a pas lieu, l'Ukraine risque de perdre les garanties de sécurité proposées par les Américains. Des sources proches de Zelensky affirment que lui et son équipe ont fait savoir à l'administration Trump qu'ils étaient prêts à respecter des délais extrêmement serrés, malgré les difficultés logistiques d'organiser des élections dans un laps de temps aussi court en temps de guerre. Selon le calendrier de travail, la Rada suprême se consacrera en mars et en avril à l'adoption des modifications juridiques nécessaires pour permettre la tenue d'élections en temps de guerre. Dans le même temps, selon les informations du média, des responsables ukrainiens et occidentaux estiment qu'il sera difficile de mettre en œuvre ce plan dans les délais impartis, car la tenue des élections dépend de nombreux facteurs et surtout de la possibilité de réaliser des progrès dans un accord de paix. Le facteur sécuritaire joue ici un rôle extrêmement important. Tant que la Russie attaque l'Ukraine, il ne peut y avoir aucune élection. C'est ce qu'a également déclaré le bureau du président ukrainien. Si les Russes tuent chaque jour, alors comment peut-on annoncer ou sérieusement envisager des élections dans les semaines à venir? Personne n'est contre les élections, mais la sécurité doit être assurée. Ce n'est pas la première fois. Les médias étrangers écrivent sur des projets d'organisation d'élections en mai. Leurs prévisions sont expliquées par le désir du président américain Donald Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine avant juin. Mais le Kremlin a ses propres exigences et délais. Alors que les États-Unis parlent de mettre fin à la guerre, la Fédération de Russie prépare une offensive. Et parallèlement à cela, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare que la Russie conquérera toutes ses terres historiques. Le peuple de Crimée, du Donbass, de la Novorossia, a exprimé sa volonté lors des référendums et nous mènerons à terme le processus de retour de ces terres historiquement russes dans le giron de la patrie, en totale conformité avec les aspirations de ces populations. De plus, Lavrov affirme que les États-Unis savent parfaitement comment arrêter la guerre, tout comme le Kremlin. Sur la question du règlement pacifique, ils sont d'accord. Eh bien, il ne nous resterait plus qu'à écarter l'Ukraine. Nous voyons les causes premières. Nous sommes prêts à réguler, à contribuer à la régulation en éliminant ces causes premières. Il ne faut pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et la question territoriale doit être résolue sur la base des réalités qui se sont établies, en tenant compte de la volonté des populations vivant sur ces terres concernées. Mais même en Alaska, nous étions tout proches. Je rappelle qu'il y a seulement 2 jours, Lavrov accusait les États-Unis de l'absence de progrès dans les négociations de paix. Mais d'où viennent de tels changements? Ce n'est pas clair. Le ministre russe a également parlé du plan de paix que l'Ukraine et les États-Unis ont élaboré conjointement. Selon Lavrov, il ne sait rien des 20 points. Et la Russie? Personne ne l'a informé du contenu du document. Et bien sûr, Lavrov a déclaré que la Fédération de Russie était prête à des compromis. Mais, comme toujours, il y a un « mais ». Nous sommes toujours prêts à des compromis, mais
pour le dire simplement, à un équilibre des intérêts. Le plus important, c'est que les intérêts légitimes de chaque État soient pris en compte. Voici notre intérêt légitime consiste à vouloir assurer notre propre sécurité, comme tout pays normal. Nous sommes soucieux que son histoire se poursuive et que le peuple se développe dans des conditions extérieures aussi favorables que possible. Lavrov a également dit quelques mots au sujet des négociations à Abu Dhabi. Il a conseillé de ne pas s'emballer car la paix ne viendra pas rapidement. Nous ne devons pas adopter une perception trop enthousiaste de ce qui se passe, comme si le président Trump a remis les Européens à leur place, a remis Zelensky à sa place, exigeant d'eux qu'ils obéissent. Tout cela est très bien si nous voulons parvenir à la paix en Ukraine, mais nous n'en sommes pas encore là. Et les négociations qui se poursuivent, le deuxième round a eu lieu à Abu Dhabi, eh bien, il reste encore une grande distance à parcourir. Vu l'ambiance au Kremlin, le canal Telegram Ukrainian Context évoque différentes options, dont l'accélération des négociations. Parmi elles, il y a même l'idée de faire venir une délégation ukrainienne à Moscou. Lors des dernières négociations, il a été dit qu'il n'y avait aucun sens à aller sans cesse aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis. Et il faut se rencontrer là où il sera réellement décidé comment les choses vont évoluer. Witkoff et Kouchner proposent de servir de garant de la sécurité. Leur avion doit atterrir à Varsovie, où il prendra nos négociateurs et partira pour Vnukovo. Après quoi, les deux délégations mèneront des négociations directes avec Poutine. C'est une option intéressante, mais peu probable. Et la question de la participation aux négociations reste également ouverte dans ce cas, celle de Kirilo Boudanov. Je rappelle que la Fédération de Russie l'a arrêté par contumace dès 2023. Mais revenons à Lavrov. Sur la question des négociations de paix, il se montre assez dur. Et cela, selon les informations du canal Telegram Kremlievskaya Tabakerka, pousse certains à réfléchir à sa démission. La démission de Lavrov est notamment réclamée par le principal négociateur de Poutine, Kirill Dmitriev. Lavrov est un diplomate de l'ancienne école. Ses méthodes ne fonctionnent plus très bien aujourd'hui. Par exemple, sans lui, nos énormes... Actuellement, les pertes sur le front seraient moindres. Elles auraient pu être évitées. Ceux qui sont au courant comprennent de quoi il s'agit. Nous transmettrons personnellement à Vladimir Vladimirovitch l'idée de pourquoi il est absolument nécessaire pour nous de nous débarrasser de ce ministre. Mais Lavrov dirige le ministère des Affaires étrangères depuis tant d'années qu'il semble qu'il ne partira que peut-être en même temps que Poutine. L'opération de substitution aux importations a échoué. La Russie a reconnu qu'elle n'était pas en mesure de remplacer les technologies et équipements occidentaux. La veille, le ministère russe du développement économique a préparé un document présentant les résultats et les plans concernant la substitution aux importations. La Fédération de Russie ne pourra pas devenir indépendante de l'Occident, même d'ici 2030. Dans aucun secteur, cette indépendance ne sera atteinte d'ici la fin de la décennie. Ainsi, dans la construction navale, l'autosuffisance sera inférieure à 60%, et dans l'aviation, elle sera d'environ 50%. Même les drones, qui dépendent actuellement à plus de 60% de composants étrangers, la Russie n'apprendra à les produire de manière autonome qu'à 80% dans 5 ans. Et même, ces plans, exposés dans le document de février 2025, semblent irréalisables aux yeux des experts. Comment le démon du bunker a réagi à un tel rapport, l'histoire ne le dit pas. Mais compte tenu de tout ce qu'il a dit sur la substitution des importations et de l'argent qui y a été consacré, il nous semble que certaines têtes finiront tout de même par tomber. Nous avons déjà compris depuis longtemps en Russie que le problème ne réside même pas dans la substitution des importations, mais bien dans la création de nos propres plateformes technologiques. Voilà ce vers quoi nous devons tendre, ce vers quoi nous devons aller et pourquoi nous devons former des spécialistes. La Russie reste dépendante des technologies occidentales, mais à cause des sanctions, il lui sera de plus en plus difficile de s'en procurer. Heureusement, les restrictions deviennent encore plus nombreuses. Le patient est plutôt vivant que mort. 1 mois après l'accident, Ramzan Kadyrov a finalement présenté son rejeton au public. L'apparition d'Adam devant le peuple. Dondon a essayé de mettre tout cela en scène sur un ton humoristique.
Selon les rapports détaillés fournis par plusieurs médias d'opposition tchétchènes indépendants, le jeune Adam aurait subi une grave fracture de la mâchoire lors de ce terrible accident. Une blessure si sérieuse qu'il a été contraint d'être nourri exclusivement à l'aide d'une paille durant de très longues semaines de convalescence. Parallèlement, sur la scène internationale, le Premier ministre hongrois semble de plus en plus agir sous l'influence directe et constante de la Fédération de Russie, au point que de nombreux observateurs estiment qu'il continue dangereusement de perdre la raison et tout sens des réalités diplomatiques actuelles. Viktor Orbán a déclaré que Bruxelles et Kiev avaient déclaré la guerre à son pays. Et tout cela à cause d'une publication du journal Politica. Des idées d'adhésion de l'Ukraine à l'UE à l'avance et sur la manière dont il prévoit de résoudre le problème du veto hongrois. Ainsi, Orbán a qualifié Politico de publication officielle de l'élite bruxelloise et les idées qui y sont décrites de tout nouveau plan de guerre. Ce nouveau plan est une déclaration ouverte de guerre à la Hongrie. Ils ignorent les décisions du peuple hongrois et comptent éliminer le gouvernement hongrois par tous les moyens. Ils veulent que le parti TISA arrive au pouvoir, car alors il n'y aura plus de veto, plus de résistance, et nous ne resterons plus en dehors de leur conflit. Je rappelle que dans la publication de Politica, il est question d'une idée sans précédent d'adhésion anticipée pour l'Ukraine cela garantirait une adhésion partielle à l'Union européenne dès 2027, mais cela ne signifierait pas pour autant un assouplissement des exigences sur les questions fondamentales de principe. Des détails sur la possible adhésion de l'Ukraine à l'UE dans notre reportage. L'Ukraine pourrait obtenir une place à la table européenne avant même d'avoir rempli l'ensemble des exigences pour une adhésion complète. Selon des sources politiques, Bruxelles discute d'un plan sans précédent qui permettrait à Kiev d'entrer partiellement dans l'Union européenne dès 2027. Il ne s'agit pas simplement d'un geste politique de soutien, mais d'une tentative de sortir définitivement l'Ukraine de la zone grise entre l'Est et l'Ouest et de fermer à Moscou la fenêtre d'influence sur l'avenir du pays. Dans certains domaines, l'Ukraine sera plus proche de l'Union européenne et certaines normes législatives supplémentaires seront introduites dans l'Union européenne, ce qui permettra à l'Ukraine d'être plus proche de l'UE et, d'un autre côté, permettra à l'Union européenne de contrôler l'Ukraine. Parce qu'il s'agit de l'allocation de fonds pour la reconstruction. Pour la première fois, l'Union européenne envisage une option dans laquelle un pays obtient l'accès à l'espace institutionnel de l'UE, non pas à la fin, mais dès le tout début du processus. À Bruxelles, on appelle cela officieusement l'élargissement inversé. Lorsque les réformes se poursuivent, mais que la décision politique est prise à l'avance, les responsables de l'UE considèrent cette idée comme attrayante, car elle offrirait à Kiev un répit pour achever les réformes des institutions démocratiques ainsi que des systèmes judiciaires et politiques, tout en réduisant simultanément la probabilité que le pays perde espoir d'adhérer et se détourne de l'Occident, écrit Politico. Au cœur de ce plan, comme l'écrit Politico, se trouvent 5 étapes, chacune devant rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne, plus rapidement que ne le permettaient les anciennes règles d'élargissement. Premièrement, une préparation accélérée. L'UE a déjà transmis à Kiev des recommandations sur 3 des 6 groupes de négociation et se prépare à ouvrir les discussions sur les autres dans les mois à venir. Pour les autres, le deuxième élément est le format du soi-disant statut de membre light. Ce n'est pas un statut de seconde zone, assurent les responsables de l'UE. Il s'agit d'une adhésion par étapes. D'abord, une participation politique et l'accès aux décisions clés. Ensuite, l'élargissement des droits. Il faut que ce soit clairement indiqué à quel moment l'Ukraine peut s'attendre à devenir membre de l'Union européenne, et pas seulement indiqué, mais qu'il y ait une feuille de route précise. Deuxièmement, nous devons vraiment comprendre comment ces groupes seront ouverts pour nous, compte tenu du veto de la Hongrie. Et c'est là que nous arrivons au troisième point, le plus douloureux. L'adhésion d'un nouveau membre nécessite l'accord des 27 pays de l'UE. Et le Premier ministre Viktor Orbán reste le principal opposant à l'intégration de l'Ukraine. Bruxelles ne le cache pas. Jusqu'aux élections hongroises, sa position a peu de chances de changer. C'est précisément pour cette raison que les capitales européennes suivent de près la situation politique intérieure à Budapest, considérant un changement de pouvoir comme une possible fenêtre pour débloquer la décision. L'Union européenne tente de se réformer,
en tenant compte notamment de la Hongrie et de la Slovaquie, où ces droits de veto existent, et on voit comment l'Europe, en particulier l'Union européenne, essaie actuellement, comme nous l'avons vu dans leur toute dernière déclaration, de contourner ce droit de veto. La quatrième étape du plan, miser sur la pression extérieure. À Bruxelles, on estime que c'est précisément le président des États-Unis qui peut influencer Orban. Dans le projet de plan de paix en 20 points, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE d'ici 2027 figure déjà. Si Donald Trump décide d'aller au bout de l'accord, un appel téléphonique à Budapest pourrait s'avérer décisif. Et enfin, le tout dernier recours, l'article 7 du traité de l'UE. Elle prévoit de priver le pays de son droit de vote. C'est l'outil de pression le plus sévère. Et pour l'instant, on ne souhaite pas l'appliquer afin de ne pas renforcer la position d'Orban à l'intérieur de la Hongrie. Mais à Bruxelles, on n'exclut déjà plus cette possibilité. Si le blocage se poursuit, cet atout pourrait être utilisé. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Le plan en 5 étapes n'est ni une adhésion garantie, ni une fin rapide de la guerre. Mais c'est une tentative de l'UE de rendre irréversible le choix européen de l'Ukraine. Le Kazakhstan s'éloigne rapidement de la Russie, les sentiments nationalistes s'intensifient parmi la population, de plus en plus de Kazakhs abandonnent la langue russe au profit de leur langue maternelle et la majorité des gens ordinaires soutiennent l'Ukraine et craignent une attaque de la part de leurs voisins agressifs. Nous allons expliquer comment la Russie et Poutine ont perdu un partenaire important. Un nouveau round dans l'affrontement tacite entre le Kazakhstan et la Russie. À Astana, ils ont frappé au cœur du sanctuaire des impérialistes russes et des partisans de Poutine, la langue russe. Les voisins des Russes ont décidé de changer complètement la constitution. Les hommes politiques kazakhs ont qualifié ce processus de révision de l'architecture de l'État. Le projet des nouvelles normes prévoit des changements dans la structure du Parlement, ainsi qu'une distinction entre les droits des citoyens et ceux des étrangers. Les idées centrales du document fondamental sont l'éducation et la science, la culture et l'innovation. Mais la modification la plus discutée, reprise par les médias russes, concerne le changement de formulation sur la langue russe. La commission de réforme constitutionnelle du Kazakhstan a apporté des amendements au projet de nouvelle constitution. Selon la formulation modifiée, la langue russe ne sera plus utilisée sur un pied d'égalité avec le kazakh, mais à côté de celle-ci. Et ce, malgré l'affirmation selon laquelle la modification est de nature rédactionnelle et stylistique. Sa véritable signification ne deviendra claire que dans la pratique. À Astana, on a commencé à s'éloigner de Moscou immédiatement après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Les présidents des deux pays ont souvent eu recours à des pics diplomatiques. Un jour, Poutine a oublié le patronyme de Takayev. Le lendemain, Kassim-Jomart a soudainement contraint des diplomates russes chevronnés à chercher des écouteurs avec traduction simultanée. Chers collègues, et tout d'abord, cher Vladimir Vladimirovitch, je tiens à vous exprimer ma gratitude. Vous êtes arrivé aujourd'hui au Kazakhstan en visite officielle, ayant accepté mon invitation. Dans des interviews et lors d'événements communs devant un large public, le président du Kazakhstan n'a pas hésité à le rappeler. Les Kazakhs ne sont pas les petits frères des Russes et ils ne reconnaissent pas les quasi-unions apparues sur la carte du monde avec l'aide de l'armée russe. En Russie, certaines personnes déforment complètement cette situation, affirmant que la Russie a sauvé le Kazakhstan et que le Kazakhstan doit désormais servir éternellement et se prosterner devant la Russie. Je considère que ce sont des raisonnements totalement injustifiés, on peut dire très éloignés de la réalité, mais... En général, il a été calculé que si le droit des nations à l'autodétermination était réellement appliqué partout sur la planète, alors au lieu de 190, au lieu des quelques 200 États qui font actuellement partie de l'Organisation des Nations Unies, on pourrait potentiellement dénombrer sur Terre plus de 500 ou même 600 États différents répartis à travers le globe. Bien sûr, ce serait le chaos. C'est pour cette raison que nous ne reconnaissons ni Taïwan, ni le Kosovo, ni l'Ossétie du Sud, ni l'Abkhazie. Et apparemment, ce principe sera appliqué en ce qui concerne les territoires étatiques classiques. Et selon nous, cela concerne Louhansk et Donetsk. Après l'invasion à grande échelle de la Russie, le Kazakhstan est devenu nécessaire à Moscou. Nécessaire, en effet, c'est précisément par son territoire que d'énormes volumes d'importations parallèles entrent dans le pays. Les deux pays partagent la plus longue frontière terrestre du monde, de plus de 7500 km.
Et bien que l'administration de Tokayev aide en fait les Russes à faire la guerre, de plus en plus de signes, comme le remarquent attentivement les propagandistes, montrent qu'elle envoie des signaux tantôt à la Chine, tantôt à l'Occident. C'est pourquoi, de temps à autre, des menaces de la soi-disant opération militaire spéciale sont adressées à Astana. Les problèmes dans notre Asie, l'Asie centrale, comme on l'appelle, cela pourrait être un problème gigantesque pour nous. Nous devons formuler très clairement nos objectifs et nos tâches. Nous devons expliquer que les jeux sont terminés. Peu importe le droit international, l'ordre international. Si pour notre sécurité nationale, il a été nécessaire de lancer l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine, pourquoi, pour les mêmes raisons, ne pourrions-nous pas lancer une opération similaire dans d'autres points de notre zone d'influence ? Peut-être devons-nous formuler notre doctrine nationale et indiquer clairement quelle est notre zone d'influence. Le Kazakhstan est le prochain problème, car les mêmes procès contre les nazis qu'en Ukraine pourraient également y commencer. Tokayev comprend que le nord du Kazakhstan, où vivent environ 2 millions de Russes de souche, représente une bombe à retardement potentiel entre les mains du Kremlin, même sans menace. Solovieva. Les habitants locaux, notamment ceux qui sont à la retraite, absorbent encore la propagande russe. Qui soutenez-vous dans ce conflit? Russie-Ukraine. La Russie, bien sûr. Pourquoi? Parce que la Russie est la Russie. Comment la Russie peut-elle être un agresseur? Elle est gentille, elle est juste, elle aide tout le monde. C'est précisément ici, dans le nord du Kazakhstan, qu'en 2023, une trentaine d'adeptes du monde russe ont tenté de proclamer leur autonomie vis-à-vis du centre avec l'intention ultérieure de rejoindre la Russie, un cercle de séparatistes. La police les a vite dispersés. Les participants ont eu jusqu'à 7 ans de prison. De plus, un transfert de Kazakhs vers le nord a débuté, officiellement vers des villages en déclin. Nous sommes arrivés au village de Podgornoï, c'est probablement à une demi-heure de route de Petropavlovsk et il a été construit spécialement pour les personnes déplacées que l'on fait venir du sud du pays vers le nord, mais aussi d'ailleurs de l'étranger. De Mongolie? Oui. Les autorités nous ont donné l'une de ces maisons ainsi qu'une prime d'installation de 250 000 tenges. Bien sûr, ce n'était pas facile, mais nous avons pris la décision en famille. Nous sommes 7. La mère, le père et 5 enfants. De plus, les autorités kazakhs ont cessé de fermer les yeux sur la participation de leurs citoyens à la guerre contre l'Ukraine du côté de la Russie. En 2025, un nombre record de 709 affaires ont été ouvertes dans le pays pour participation et 28 pour mercenariat. Mais dans le même temps, le Kazakhstan remet volontiers à Moscou les militaires russes qui ont déserté sur son territoire. Tokayev s'efforce de maintenir l'équilibre face au Kremlin et de naviguer entre les humeurs de sa population. Ils bénissent les Russes pour tuer des Ukrainiens. Ils bénissent des drones et missiles mortels des criminels en soutane. Des subordonnés dignes de leur patriarche, le KGBiste Kirill Goundiaev. Nous allons raconter comment l'Église orthodoxe russe s'est détournée de Dieu au profit de Poutine. Le diacre de l'Église orthodoxe russe, Sérafim Doubanov, en uniforme militaire, appelle les Russes à tuer des Ukrainiens. Imaginez seulement, sur YouTube, cette vidéo a recueilli plus de 7,5 millions de vues. Levez-vous, peuple russe. Levez-vous pour le combat, pour un combat à mort. Ce prêtre est l'un des plus reconnaissables sur le front. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, Doubanov, avec sa chorale format russe, a commencé à se rendre de l'autre côté de la ligne. Bonjour à tous les amis. Comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés près de Mariupol. Tout va très bien. Lève-toi. Ô ma patrie immense et majestueuse, redresse-toi avec fierté et détermination pour t'engager dans cette lutte héroïque et ce combat ultime jusqu'au dernier souffle. Ils apportaient de l'aide humanitaire sur les territoires occupés aux soldats et aux habitants locaux. Ils organisaient des concerts, tournaient des clips sur la guerre parmi les ruines des villes ukrainiennes. Nous sommes le premier groupe à être venu aujourd'hui. Les soldats, en général, c'est pour vous. Mais avec le temps, Doubanov a décidé de signer un contrat et de recevoir de l'argent du Kremlin pour ses prières, car on ne va pas loin avec l'aide humanitaire et les chansons. En 2024, il a signé un contrat et a rejoint le bataillon cosaque Terek. Il a troqué la soutane contre l'uniforme militaire et est parti au front défendre la patrie.
Le prêtre Sérafim Doubanov a fermement décidé de partir en première ligne. Actuellement, environ 300 aumôniers militaires figurent dans les effectifs du ministère de la Défense, mais l'Église tente à tout prix d'augmenter leur nombre. L'Église orthodoxe russe en veut au moins 1000 de plus. Encore plus. Le soutien spirituel à l'armée n'est pas un service supplémentaire ni une activité culturelle ou de loisirs. C'est une question de sécurité nationale, si vous voulez, la métaphysique de la victoire. Beaucoup peuvent se demander, pourquoi des prêtres ? Et en si grand nombre, en plus, sur le front. La réponse à cette question a été donnée par les représentants de l'Église eux-mêmes à la Douma. En 2 jours, 700 conscrits qui avaient quitté leur position après 2 jours de travail avec nos prêtres, parmi eux, 46 ont refusé de retourner au combat. Soudain, tous, comme un seul homme, ont refusé de fuir et ont dit « Ramenez-nous au front, nous nous battrons jusqu'au bout ». Officiellement, il n'a pas été possible d'intégrer les prêtres dans les forces armées russes. Mais en plus de 4 ans de guerre, des milliers sont passés par le front. Des popes. Ils y sont allés volontairement, ont signé un contrat, comme Doubanov. On a même inventé un poste spécial pour lui, assistant du commandant chargé du travail avec les militaires croyants. Mais Doubanov ne travaille pas seulement avec les soldats de l'armée russe, il s'adresse aussi à ceux qui se posent des questions sur l'invasion. Des questions provocatrices ont commencé à apparaître. Pourquoi avons-nous attaqué l'Ukraine ? Eh bien, c'est stupide. C'est idiot de penser que nous avons attaqué le 24 février 2022. Regardez quelle division, quelle préparation il y a eu bien avant cela. Et voici un archiprêtre, Alexei Ouminsky. Il a été recteur d'une église à Moscou pendant près de 30 ans. Mais en janvier 2024, il a été privé de son rang dans l'église orthodoxe russe parce qu'il était contre la guerre. Oui. Je ne lisais pas de prière pour la victoire de la Sainte Russie, mais je priais pour la paix tout ce temps. Je n'ai pas simplement refusé de soutenir la guerre, je me suis opposé à la guerre. J'ai toujours été assez ouvert. Ouminsky a quitté la Russie et officie maintenant à Paris en tant que prêtre du patriarcat de Constantinople. Le patriarche Cyril, qui a en fait renvoyé Ouminsky par son décret, a clairement fait comprendre à tous les membres de l'Église orthodoxe russe, celui qui est contre la guerre et contre l'Église. Un prêtre est nécessaire là où se rassemble un groupe de militaires, une partie d'une unité, afin d'aller de l'avant à l'attaque. Pourquoi les Russes devraient-ils aller dans un pays étranger et tuer des civils ? Très bien expliqué, a déclaré le homonyme du chef de l'église orthodoxe russe Cyril et chef du département synodal pour les relations avec les forces armées. Le prêtre doit donner cette motivation. Quelle est-elle ? Littéralement en 3 mots. Mais c'est que nous luttons aujourd'hui pour le monde russe, que nous luttons pour notre foi orthodoxe, sous la forme dans laquelle elle est détruite par les bandéristes, les satanistes, les nazis en Ukraine. L'église orthodoxe russe, dirigée par Cyril, a en fait officiellement donné sa bénédiction pour tuer en Ukraine. À l'heure actuelle, c'est la ligne principale de l'église orthodoxe russe. Le patriarche Massomoriev a publiquement aboli la responsabilité pour meurtre des soldats. Que dire du commandement « Tu ne tueras point », nous diront nos adversaires. Il existe une réponse simple et claire à cela. Lorsque le mal ôte des vies, lorsque l'ennemi menace la vie des personnes âgées et des jeunes, des femmes et des enfants, alors l'inaction est inacceptable. Autrement dit, les représentants de l'église orthodoxe russe assurent aux Russes qu'ils partent en Ukraine non pas pour tuer, mais pour protéger, ainsi que pour surmonter la peur de leur propre mort. Tu pourrais mourir ? Ce serait pour une bonne cause. Le prêtre et militaire Doubanov est extrêmement déçu par ces Russes qui ne sont pas impliqués dans la guerre contre l'Ukraine. Nous aurions pu gagner dès le début. Quand il n'y aura plus de place pour le nazisme, alors la victoire viendra. Mais la Russie doit être à Kiev, car Kiev est la mère des villes russes. Doubanov n'est pas un cas isolé. Il y en a beaucoup comme lui en première ligne. Les autres ne sont tout simplement pas autorisés à y aller. La militarisation de l'église russe a commencé bien avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Depuis 2022, il y a une vaste cléricalisation du front russe. Le nombre de prêtres qui bénissent les Russes pour tuer des Ukrainiens augmente presque de façon exponentielle. Et ils donnent officiellement leur bénédiction pour tuer dans un pays étranger. Le prix de la trahison ou combien les Gauleiters de la région de Kherson, temporairement occupés par les Russes, ont-ils été achetés ?
On a appris combien reçoivent, du budget de la Fédération de Russie, les employés de l'administration d'occupation. Selon les documents budgétaires publiés, chaque chef de l'un des 14 soi-disant districts municipaux reçoit de la Russie entre 3 et 5 millions de roubles par an sous forme de salaire. Pour faciliter les calculs, nous allons convertir cette somme et les suivantes en monnaie ukrainienne au taux de la Banque nationale au 5 février de l'année 2026. 1,8 roubles russes pour un hryvnia. On obtient ainsi un salaire moyen de traître d'environ 2 à 3 millions de hryvnias par an. De plus, il s'attribue régulièrement des primes et des indemnités pour les décorations russes. C'est pourquoi, en moyenne, cela représente encore 20 à 30% de plus sur le salaire. En ce qui concerne des personnages précis, par exemple le principal traître Vladimir Saldo a reçu en 2025 pas moins de 18,8 millions de hryvnias, soit environ 435 000 $. On pourrait croire que c'est une somme considérable. Mais ce n'est que pour le fonctionnement, c'est-à-dire le salaire de l'antipode. Pour Prokoudine de la rive gauche, le soi-disant gouverneur de la région de Kherson, Vladimir Saldo, les Russes ont dépensé en 2025, attention, 18 800 000 hryvnias en roubles, c'est-à-dire 9 fois plus. Un revenu plutôt correct pour un vendeur d'envergure semi-régionale. Cependant, les maîtres du Kremlin n'ont pas supporté une telle audace et, en 2026, ont considérablement réduit le financement. Saldo, en baissant son salaire à l'équivalent dérisoire de 5 millions de hryvnias. En somme, pour l'entretien des juges et des députés des commissions électorales de la région de Kherson, les Russes dépensent environ 40 millions de dollars par an, ce qui, convenez-en, n'est pas rien. Et il est important de comprendre d'où vient cet argent. Ils servent à financer ce qu'on appelle le pouvoir d'occupation. De tels salaires astronomiques et primes constituent un autre incitatif.